Même si le jour où la NASA renverra des humains sur la Lune se rapproche à grands pas, l'agence doit encore faire face à quelques problèmes matériels. Et il ne s'agit pas seulement des récentes fuites. De nombreux experts affirment que le système n'est pas aussi sûr que la NASA le prétend. Attendez, vraiment ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Alors, allons droit au but et parlons du problème principal. Alors que la NASA se prépare à envoyer 4 astronautes autour de la Lune et de retour sur Terre avec Artemis II, un véritable débat a émergé autour d'une grande question. Le vaisseau Orion est-il vraiment aussi sûr que la NASA l'affirme ? Dès le mois de mars, la fusée Space Launch System pourrait propulser Orion dans l'espace, avec à son bord Reid Wiseman, Victor Blover, Christina Koch et Jeremy Hansen. La NASA insiste sur la sécurité de la mission, mais les critiques pointent une inquiétude majeure. Le bouclier thermique censé protéger l'équipage lors de la rentrée atmosphérique. Lorsqu'un vaisseau spatial revient dans l'atmosphère terrestre, il se déplace à environ 40 000 km/h. L'air devant lui est violemment comprimé et chauffe jusqu'à environ 2760 degrés Celsius. C'est à peu près la moitié de la température à la surface du Soleil. Sans un bouclier thermique efficace, une capsule habitée ne survivrait pas plus de quelques secondes. C'est pourquoi le bouclier thermique est l'un des systèmes les plus critiques d'Orion et pourquoi il est aujourd'hui au cœur de la controverse. Le bouclier thermique d'Orion est fabriqué en half-coat, un matériau ablatif également utilisé sur les capsules Apollo il y a plus de 50 ans. Sur le papier, cela semble rassurant, mais la conception est très différente. Apollo utilisait plus de 360 000 petites cellules en nid d'abeilles, chacune remplie d'half-coat. En cas de problème, les dégâts restaient limités et localisés. Orion, en revanche, utilise moins de 200 tuiles d'half-coat, beaucoup plus grandes, assemblées pour former un bouclier thermique unique d'environ 5 mètres de diamètre. Les ingénieurs s'accordent à dire que le matériau fonctionne, mais le changement de structure a introduit des risques qui n'étaient pas totalement compris à l'époque. Ces risques se sont manifestés lors d'Artemis 1 en 2022, le vol d'essai non habité d'Orion autour de la Lune. Pendant la rentrée atmosphérique, de gros morceaux d'half-coat de la taille de briques se sont détachés, laissant de profondes cavités brûlées dans le bouclier thermique. Les dégâts étaient bien plus importants que ce que les modèles informatiques et les essais au sol avaient prédit. Un rapport de l'inspecteur général de la NASA, publié en 2024, a indiqué que l'équipage aurait probablement survécu à cette rentrée. Mais il a aussi confirmé que le bouclier thermique ne s'est pas comporté comme prévu. C'est ce qui inquiète de nombreux experts. Une véritable rentrée atmosphérique est la référence absolue pour tester un bouclier thermique. Et Orion ne l'a effectué qu'une seule fois. Un test imparfait, et maintenant on parle d'y installer des humains. La NASA a choisi l'half-coat pour Orion en 2009, mais après plus d'une décennie de développement, Artemis 1 reste le seul test de rentrée à grande échelle du système. Lorsque l'ampleur des dégâts était pleinement comprise, Artemis 2 accusait déjà des années de retard et des milliards de dollars de dépassement budgétaire. Remplacer ou repenser entièrement le bouclier thermique aurait entraîné des retards majeurs. Au lieu de modifier le bouclier lui-même, la NASA a donc décidé de changer la manière dont Orion reviendra sur Terre. Pour Artemis 2, Orion suivra une nouvelle trajectoire de rentrée. Il subira un pic de chauffage plus élevé et des forces de décélération plus importantes, mais pendant une durée plus courte. La NASA estime que cela évitera le chauffage prolongé qui avait provoqué le détachement de gros morceaux d'half-coat lors d'Artemis 1. Les critiques, eux, affirment que cela ne corrige pas le problème de conception sous-jacent, d'autant plus que ce nouveau profil de rentrée n'a jamais été testé lors d'une mission non habitée. L'inquiétude est renforcée par l'histoire de la NASA. L'ancien astronaute Charles Camarda, qui a volé peu après la catastrophe de Columbia en 2003, fait partie des critiques les plus virulents. Columbia a été perdu après que de la mousse a endommagé son système de protection thermique, entraînant la mort des 7 astronautes lors de la rentrée atmosphérique. Comme le rappellent souvent les historiens de l'espace, aucun des accidents mortels de la NASA n'a été causé par des erreurs d'astronautes,
mais par des décisions d'ingénierie et des évaluations de risques qui se sont révélées erronées. Malgré cela, la plupart des critiques ne pensent pas qu'Artemis II soit voué à l'échec. Certains estiment la probabilité d'une défaillance catastrophique du bouclier thermique entre 1 chance sur 5 et 1 sur 50. Cela peut sembler faible, mais dans le domaine des vols habités, ces chiffres sont suffisamment élevés pour mériter une attention sérieuse. La direction de la NASA affirme que le risque est acceptable et qu'Artemis II ne décollera pas tant qu'elle ne répondra pas à des normes de sécurité strictes. Ce qui dérange, c'est que la NASA affirme également qu'Artemis III utilisera un bouclier thermique repensé. N'est-ce pas reconnaître implicitement que des améliorations sont possibles? Si oui, pourquoi ne pas les appliquer dès maintenant? La réponse la plus probable est le facteur temps. Reconcevoir le bouclier thermique pour Artemis II retarderait probablement la mission de manière significative, et la NASA choisit donc d'avancer avec la configuration actuelle. Et si vous suivez la mission de près, vous savez que le bouclier thermique n'est pas le seul défi auquel la NASA est confrontée. De nombreux éléments doivent être parfaitement coordonnés avant le lancement, et les ingénieurs doivent surveiller chaque détail, pas seulement au moment du décollage, mais même avant, lors de la répétition générale dite « Wet Dress Rehearsal ». La première pour Artemis II a eu lieu le 2 février 2026. J'ai déjà évoqué en détail les problèmes rencontrés lors de cette répétition dans une autre vidéo. Mais en résumé, la NASA a rencontré certains problèmes familiers ainsi que de nouveaux. La répétition d'Artemis I avait été retardée à cause de difficultés liées au remplissage en hydrogène liquide, et Artemis II semble suivre un schéma similaire. Le ravitaillement a d'abord été retardé par le froid, puis les ingénieurs ont détecté une fuite d'hydrogène liquide liée à une vanne servant à pressuriser le module d'équipage Orion. De plus, la NASA a dû résoudre des coupures de communication audio entre les équipes au sol. Un autre point surveillé de près est l'accumulation d'azote gazeux dans l'espace situé entre le module d'équipage Orion, où les astronautes prendront place, et les trappes du système d'abandon au lancement. Un excès d'azote pourrait être dangereux pour les équipes au sol. C'est pourquoi l'équipe dite de close-out, chargée d'installer les astronautes dans la capsule, utilise ces répétitions pour s'entraîner sans équipage à bord. Une fois la répétition générale jugée satisfaisante, la NASA organise une revue d'aptitude au vol. C'est à ce moment que les responsables de mission décident si tous les systèmes, matériel, équipement au sol, équipe de lancement, opération en vol et équipe de récupération, sont réellement prêts avant de fixer une date de lancement. Alors, quand Artemis II décollera-t-elle? À l'origine, la fenêtre de lancement devait s'ouvrir le 6 février 2026, puis elle a été repoussée au 8 février. Après les problèmes observés lors de la répétition du 2 février, il semble désormais plus probable que le lancement soit reporté à mars 2026. La NASA a mentionné des dates possibles allant jusqu'au 6 avril, ce qui signifie que la décision finale pourrait encore prendre des mois. Choisir une date de lancement ne dépend pas seulement des problèmes techniques. La Terre et la Lune sont en mouvement constant. La Terre orbite autour du Soleil, la Lune orbite autour de la Terre, et les deux tournent sur elles-mêmes. C'est pourquoi les opportunités de lancement se présentent par courtes périodes, généralement d'environ une semaine, suivies de plusieurs semaines où un lancement ne serait pas possible. La météo joue également un rôle majeur. Artemis I a été retardé à plusieurs reprises par des tempêtes rendant les conditions dangereuses. Lorsqu'Artemis II décollera, Orion ne se dirigera pas immédiatement vers la Lune. Il entrera d'abord en orbite terrestre basse, puis rejoindra une orbite plus élevée. Les équipes au sol vérifieront tous les systèmes avant de donner le feu vert pour la poussée finale vers la Lune, appelée injection translunaire. Cette manœuvre placera Orion sur une trajectoire de retour libre, utilisant la gravité lunaire pour contourner la Lune et ramener naturellement le vaisseau vers la Terre avec un minimum de carburant. La lumière du Soleil compte également. Le module de service européen d'Orion utilise 4 grandes ailes de panneaux solaires pour produire de l'énergie, et le vaisseau ne peut pas rester dans l'obscurité plus d'environ 90 minutes à la fois. Les planificateurs de mission doivent donc choisir des dates de lancement évitant de longues éclipses lorsque la Lune bloque la lumière solaire. Enfin,
Tout doit être parfaitement aligné pour que les astronautes puissent revenir en toute sécurité, rentrer dans l'atmosphère terrestre et amérir dans le Pacifique. Tous ces éléments doivent fonctionner ensemble. C'est pourquoi fixer une date de lancement pour Artemis II est loin d'être simple. Orion et le SLS sont loin d'être des systèmes parfaits, mais la NASA dispose désormais d'un peu de temps avant d'y installer des humains et de les envoyer dans l'espace. Espérons que ce délai permettra de résoudre autant de problèmes que possible, afin que l'équipage puisse effectuer un voyage réellement sûr. L'exploration spatiale n'a jamais été sans risque, mais l'objectif est toujours de réduire ce risque autant que cela est réalistement possible.